Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes ou quasiment 10 minutes. Au passage, je vous en reparle en fin de vidéo, mais cette vidéo est réalisée en partenariat avec le gestionnaire de mots de passe Dashlane. C'est un outil que j'utilise depuis longtemps, donc c'est avec grand plaisir. Vous avez en ce moment un mois offert avec le code Hugo ou alors avec mon lien dashlane.com/Hugo. Je vous le mets évidemment, vous le savez, directement en description. On commence avec le premier sujet rapidement, ça concerne la stratégie de vaccination de la France et plus précisément les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui est souvent amenée à guider le gouvernement. Cette stratégie pour la France, en fait, elle va se décliner en 5 phases, sachant que le gouvernement a déjà annoncé que la vaccination ne serait pas obligatoire. L'idée là, en fait, simplement, c'est de définir qui sera prioritaire pour se faire vacciner lorsque les premières doses arriveront dans les semaines à venir. Alors, selon la Haute Autorité de Santé, lors de la phase 1, entre mi-décembre et début janvier, il faudrait vacciner les résidents en EHPAD et les professionnels de santé qui sont en contact direct avec des malades du Covid. Une fois qu'ils seront vaccinés, la Haute Autorité de Santé recommande de vacciner tous les plus de 75 ans, puis tous les plus de 50 ans, ensuite plus largement tous les personnels de santé et pas seulement ceux qui sont en contact direct avec des malades du Covid, et ensuite plus largement les personnes plus précaires comme les sans-abri par exemple, et enfin après toutes les personnes que je viens de citer et qui passent donc en priorité, ce sera le tour de toutes les personnes majeures qui n'ont pas de problème de santé particulier. Vous l'aurez compris, la Haute Autorité de Santé recommande de vacciner d'abord les personnes les plus fragiles et les soignants. Alors est-ce que c'est la stratégie que va choisir le gouvernement? Évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir. On enchaîne avec un deuxième sujet en France qui est très lié au premier sujet, vous allez le voir pourquoi, à quoi va ressembler la vie après le Covid. Effectivement, on vient de le voir, avec les vaccins qui arrivent, on peut commencer à imaginer une évolution dans les mois à venir avec des personnes fragiles protégées et donc des mesures de restriction qui seraient moins importantes progressivement. Et en l'occurrence, c'est assez intéressant puisque l'épidémie a changé beaucoup de choses dans notre quotidien en 2020, logiquement, mais certaines habitudes vont probablement rester après l'épidémie. D'abord, premier point concernant le travail. Après le Covid-19, eh bien de nombreux salariés pourraient rester en télétravail. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg par exemple, a expliqué que la moitié des employés de la société devraient travailler depuis chez eux de façon permanente, et ce d'ici 5 à 10 ans. Alors en France, ça va rarement aussi loin, mais on a notamment la société Suez par exemple, qui a acté 2 jours de télétravail par semaine, et ce même après la crise sanitaire actuelle. Alors le télétravail, certains sont pour, ils préfèrent bosser depuis chez eux, mais d'autres sont complètement contre, puisque ça rend la frontière entre professionnel et personnel assez floue, puisque logiquement on bosse depuis chez nous, donc les deux sont assez mêlés. Et puis au-delà de ça, ça limite la dimension sociale qu'on a du travail, donc le fait de se retrouver à la machine à café par exemple, logiquement c'est bien différent du fait de discuter par exemple via Zoom. Autre changement possible pour la société, eh bien beaucoup de personnes pourraient continuer à appliquer les gestes barrières par habitude ou alors simplement par peur pour leur santé. C'est quelque chose que l'on peut prévoir. Dans beaucoup de pays d'Asie, c'est déjà assez fréquent, mais en Chine par exemple, à l'extérieur de Pékin, eh bien le masque n'est plus obligatoire, mais une majorité de la population continue de le porter dans les transports ou alors dans les lieux publics, notamment en cas de symptômes. Enfin, une question qu'on peut logiquement se poser, c'est concernant les grands événements. D'après plusieurs organisateurs de festivals, faire venir des milliers de personnes sur un même lieu semble impossible avant 2022 ou 2023, mais évidemment tout dépendra de l'évolution de l'épidémie et puis plus largement de la façon dont les vaccins avancent, notamment en France. En tout cas, le professeur Fontanet, qui est membre du conseil scientifique qui guide le gouvernement, prévoit un retour à la normale à l'automne 2021 si on vaccine 80 à 90% des Français et 90% de la population française qui serait vaccinée. C'est un chiffre qui est très loin d'être gagné, étant donné que la vaccination ne sera pas obligatoire et que au-delà de ça, une partie importante de la population française ne souhaite pas être vaccinée. Autrement dit donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes, on verra ce qu'il en est dans les jours à venir. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet géopolitique qui me semble très intéressant, ce sont les tensions importantes entre l'Iran et Israël. En fait, vendredi, le scientifique Mohsen Fakhrizadeh, l'un des responsables du programme nucléaire iranien, est mort après avoir été attaqué avec un véhicule piégé près de Téhéran, la capitale iranienne. Mohsen Fakhrizadeh, c'est le 4e scientifique qui travaille sur le programme nucléaire iranien à avoir été tué en 10 ans, et pour les autorités iraniennes, il n'y a pas de doute, c'est bien Israël, en lien avec les États-Unis, qui est responsable de cette attaque. Le président iranien Hassan Rouhani a même accusé Israël de vouloir semer le chaos et a promis, je cite, une riposte en temps et en heure. Mais alors, pourquoi est-ce que l'Iran pense qu'Israël est responsable de la mort
mort de ce scientifique. En fait, en 2018, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou présentait ce scientifique comme le chef d'un programme nucléaire militaire secret dont l'Iran a toujours nié l'existence. Et du côté d'Israël, pour l'instant, on semble esquiver la question sur la responsabilité du pays dans l'assassinat de ce scientifique. En tout cas, cette attaque risque de compliquer les projets d'apaisement de Joe Biden avec l'Iran, puisque Joe Biden voulait donc apaiser les tensions avec l'Iran, mais vu que les États-Unis sont des alliés d'Israël, eh bien ce n'est pas gagné aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. En bref, voici des actualités supplémentaires en moins d'une minute ou quasiment une minute. Première actualité, 4 policiers soupçonnés d'être impliqués dans l'affaire Michel Zecler, le producteur tabassé par des forces de l'ordre dans la vidéo du média Loopsider, ont été mis en examen. Ils sont notamment accusés de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique et 2 d'entre eux ont été emprisonnés dans l'attente d'un éventuel procès. Deuxième actu que je voulais évoquer, ce sont les débordements qu'il y a eu en marge des manifestations contre la loi de sécurité globale. Un certain nombre de policiers ont été pris pour cible et il y a notamment cette vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux ce week-end. Selon le ministère de l'Intérieur, au moins 98 forces de l'ordre ont été blessées en France lors de ces manifestations. Alors ça s'est passé samedi, donc il y a quelques temps, et puis au-delà de ça, on en a déjà parlé sur Instagram, notamment dans les résumés d'actualité, mais aussi en story. Mais ça me semblait assez important d'en parler aussi aujourd'hui dans ce format des actus du jour. Enfin, sur ce sujet, on notera qu'un photographe syrien de l'AFP a été blessé en couvrant la manifestation. Ce photographe affirme avoir été la cible d'un coup de matraque venant d'un CRS. Enfin, dernière actu de ce En Bref, on vous parlait du conflit entre le gouvernement éthiopien et des milices armées d'une région de l'Éthiopie appelée la région du Tigré. Et bien en l'occurrence, il y a du nouveau puisque le gouvernement éthiopien a déclaré avoir pris le contrôle de la capitale du Tigré et déclare ainsi avoir mis fin au conflit qui les opposait aux forces rebelles de la région. Au passage, demain, on parlera en détail des changements autour de la loi de sécurité globale puisque une réécriture de l'article 24 portant sur la diffusion de l'image des policiers a été annoncé par les députés de La République En Marche, mais d'autres articles font aussi polémique, donc on parle de tout ça en détail demain. Avant le débat, comme chaque jour, on passe à la note positive, et aujourd'hui je voulais vous donner des nouvelles rassurantes concernant le pilote de Formule 1 français Romain Grosjean, qui a réussi à sortir miraculeusement de sa voiture en flammes après un accident hier. Tout en bas de votre écran, le mouvement de Romain Grosjean vers la droite qui le propulse ensuite après avoir touché la roue de Dany. En fait, l'accident a eu lieu après un contact entre sa voiture et celle d'un autre pilote lors du Grand Prix de Bahreïn, et le choc entre sa voiture et la barrière de sécurité a été si violent que sa voiture a été découpée en 2. Alors, malgré de très longues secondes dans les flammes, le pilote a réussi à sortir sans dégâts mortels de la voiture, avec simplement des brûlures aux mains et aux chevilles. Si le pilote est encore en vie aujourd'hui, malgré le choc avec la barrière de sécurité, c'est sûrement grâce au halo, une sorte d'arceau très résistant qui est fixé à l'avant du véhicule, devant le volant en fait et des 2 côtés du pilote, qui est obligatoire depuis 2018 malgré l'opposition d'une bonne partie des pilotes. Bref, on peut donc remercier ce halo et puis logiquement plus largement les services de sécurité qui sont arrivés très rapidement sur les lieux de l'accident et qui ont aidé Romain Grosjean à sortir de ce qu'il restait de sa voiture. Voilà donc pour les actualités à connaître aujourd'hui, et avant de passer au débat, rapidement, je vous en ai parlé en début de vidéo, cette vidéo est réalisée en collaboration avec Dashlane. Si jamais vous oubliez toujours vos mots de passe ou alors que à l'inverse vous utilisez des mots de passe super simples ou souvent le même, Dashlane est là pour vous protéger. En gros, que ce soit sur mobile ou alors sur ordinateur, Dashlane va générer des mots de passe très complexes pour tous vos comptes de façon à les sécuriser. Par ailleurs, vous n'avez pas à les retenir puisqu'ils sont stockés sur votre compte Dashlane, ils se remplissent automatiquement quand vous vous connectez grâce à l'application ou l'extension Dashlane pour votre navigateur. Ah oui, et au-delà de ça, ça marche aussi pour vos cartes bancaires et ce de façon sécurisée. Bref, vous gagnez un temps fou au quotidien. Si je résume donc, avec cet outil, vous n'avez plus qu'un mot de passe à retenir, celui de votre compte Dashlane, et Dashlane se charge ensuite de générer, retenir et entrer le mot de passe de tous vos comptes. Du coup, je vous le recommande si vous voulez essayer. Vous avez un mois offert avec le lien dashlane.com/Hugo, ou alors vous pouvez entrer le code Hugo lorsque vous êtes directement sur leur site. Je vous mets le lien directement en description. Le débat vendredi, c'était le suivant: êtes-vous favorable à la proposition de loi
loi de sécurité globale. Vous le voyez actuellement à l'écran, vous avez été plus de 300 000 à voter et vous êtes une immense majorité à être contre cette proposition de loi. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant. Approuvez-vous l'idée de vacciner en priorité les personnes âgées et les soignants? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple. Vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. En description, je mets des liens, vous le savez, pour en savoir plus. N'hésitez pas aussi à nous suivre directement sur Instagram où chaque jour du lundi au dimanche, on poste un nouveau résumé de l'actualité qui se lit en moins de 10 minutes. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo.